Histoire la fée Aurore. Il était une fois quelque chose qui s'est produit. Si cela n'était pas arrivé, on ne le dirait pas. Il était une fois un grand et puissant empereur dont le royaume était si vaste que personne ne savait où il commençait et où il finissait. Certains croyaient que c'était sans limite, d'autres disaient qu'ils se rappelaient vaguement avoir entendu de très vieilles personnes que l'empereur avait autrefois fait la guerre à ses voisins, dont les uns s'étaient révélés plus grands et plus puissants, d'autres plus petits et plus faibles que lui. Une nouvelle au sujet de cet empereur fit le tour du monde entier. Il riait toujours de son œil droit et pleurait de son œil gauche. On demandait en vain pourquoi les yeux de l'empereur ne pouvaient pas s'accorder, et même être si différents. Lorsque de grands héros allaient vers l'empereur pour l'interroger, il souriait évasivement et ne répondait pas. L'inimitié entre les yeux du monarque restait donc un profond mystère, dont personne ne connaissait la cause, sauf l'empereur lui-même. Puis les fils de l'empereur grandirent. Ah! Quels princes c'étaient! 3 princes dans un même pays, comme 3 étoiles du matin dans le ciel. Floréa, la plus âgée, mesurait une toise et avait des épaules larges de plus de 4 empans. Costane était très différent, petit, solidement bâti, avec un bras musclé et un poing robuste. Le 3e et plus jeune prince s'appelait Pétrou, un homme grand et mince, ressemblant plus à une fille qu'à un garçon. Pétrou ne parlait pas beaucoup, il riait et chantait et riait, du matin au soir. Seulement, on le voyait souvent d'une humeur plus grave, lorsqu'il repoussait les mèches bouclées de son front et ressemblait à l'un de ces vieux sages qui appartenaient au conseil de l'empereur. « Viens, Floréa, tu es grande, va chez notre père et demande-lui pourquoi un de ses yeux pleure toujours et l'autre rit toujours, dit un beau matin Pétrou à son frère Floréa. Mais Floréa ne voulait pas y aller. Il savait par expérience que l'empereur était toujours vexé si on lui posait cette question. Pétrou s'est comporté de la même manière lorsqu'il est allé chez son frère Costane. Très bien. Si personne d'autre n'ose, je le risque. Dit-il enfin. Aussitôt dit, aussitôt fait, Pétrou alla immédiatement demander. Que ta mère t'aveugle. Qu'est-ce que ça te fait? Répondit l'empereur avec colère en lui donnant un brassard à l'oreille droite et un autre à l'oreille gauche. Pétrou s'en alla tristement et raconta à ses frères comment son père l'avait servi. Pourtant, après que le jeune prince eut demandé ce qui avait ses yeux, il sembla que celui de gauche pleurait moins et que celui de droite riait davantage. Pétrou reprit courage et retourna vers l'empereur. Une boîte sur l'oreille est une boîte sur l'oreille, et 2 d'entre eux font 2. C'était aussitôt pensé, aussitôt réalisé. Il s'en sort pareil la 2e fois. Mais la gauche ne pleurait plus que de temps en temps, et la droite paraissait 10 ans plus jeune. Si les choses sont ainsi, pensa Pétrou, je sais ce que je dois faire. Je continuerai à aller vers lui, je continuerai à répéter la question et je continuerai à recevoir des bracelets sur l'oreille jusqu'à ce que les 2 yeux rient. À peine dit que c'était fait. Pétrou ne faisait jamais 2 fois la même remarque. Mon fils Pétrou, commença l'empereur, cette fois, d'un ton agréable et en riant des 2 yeux, je vois que tu ne peux pas chasser cette anxiété de ta tête, alors je vais te dire quel est le problème avec mon mieux. Sache que cet œil rit quand je vois que j'ai 3 fils comme toi, mais l'autre pleure parce que je crains que tu ne puisses régner en paix et protéger le pays contre les mauvais voisins. Mais si tu m'apportes de l'eau de la fontaine de la fée Aurore pour m'en baigner les yeux, tous 2 riront, car je saurai alors que j'ai des fils courageux sur lesquels je peux compter. Telles furent les paroles de l'empereur. Pétrou prit son chapeau sur le banc près du poêle et alla raconter à ses frères ce qu'il avait entendu. Les princes se consultèrent et réglèrent bientôt la question.
comme il convient entre frères. Floréa, étant l'aîné, se rendit aux écuries, choisit le meilleur et le plus beau cheval, le sella et fit ses adieux à la maison. J'irai, dit-il à ses frères. Et si, au bout d'un an, d'un mois, d'une semaine et d'un jour, je ne suis pas revenu avec l'eau, tu peux me suivre, Costan. Sur ces mots, il partit. Pendant 3 jours et 3 nuits, Floréa ne s'arrêta pas. Son cheval volait comme un fantôme au-dessus des montagnes et des vallées jusqu'à atteindre les frontières de l'Empire. Mais tout autour des domaines de l'empereur coulait un gouffre profond, et de l'autre côté de cet abîme il n'y avait qu'un seul pont. Ici, Floréa s'est arrêté pour regarder en arrière et faire ses adieux à sa terre natale. Que le Seigneur préserve même un païen de ce que Floréa voyait alors qu'il voulait continuer. Un dragon. Mais un dragon à 3 têtes et aux visages les plus horribles, avec une mâchoire dans le ciel et une autre sur la terre. Floréa n'attendit pas que le dragon le baigne dans les flammes, mais éperonna son cheval et disparut comme s'il n'avait jamais existé. Le dragon soupira une fois et disparut, sans laisser de traces. Une semaine s'écoula. Floréa ne revint pas, 15 jours s'écoulèrent, mais on n'entendit rien de lui. Un mois s'écoula. Costan commença à chercher parmi les chevaux pour en choisir un. Quand le matin se leva après 1 an, 1 mois, 1 semaine et 1 jour, Costan monta à cheval, prit congé de son plus jeune frère et lui dit: Viens. Si je suis perdu aussi. S'en alla comme Floréa l'avait fait. Point. Le dragon sur le pont était maintenant encore plus terrible, ses têtes étaient plus effrayantes, et le héros s'enfuyait encore plus vite. On n'entendit plus parler des 2 frères. Pétrou est resté seul. Je vais suivre mes frères, dit-il un jour à son père. Alors que Dieu vous accompagne, répondit l'empereur. Lui seul sait si tu auras plus de chance que tes frères. Le plus jeune fils du monarque lui fit donc lui aussi ses adieux et partit vers les frontières de l'Empire. Sur le pont se tenait un dragon encore plus grand et plus horrible, avec des mâchoires encore plus béantes et plus effrayantes. La créature avait désormais 7 têtes au lieu de 3. Pétrou s'arrêta lorsqu'il aperçut ce monstre. Bouge de là, il cria. Le dragon ne bougea pas. Pétrou appela une 2e et une 3e fois, puis se précipita en avant avec son épée levée. Instantanément, le ciel s'assombrit, de sorte qu'il ne vit que du feu, le feu à droite, le feu à gauche, le feu devant lui, le feu derrière lui. Le dragon crachait du feu par chacune de ses 7 têtes. Le cheval se mit à hennir et à se cabrer, de sorte que notre héros ne pouvait pas frapper avec son épée. Attendez. Cela ne suffira pas, dit Pétrou en descendant de cheval et en saisissant la bride du cheval de la main gauche, tandis qu'il tenait son épée de la droite. Ce plan ne suffirait pas non plus. Le héros ne voyait que du feu et de la fumée. Je vais rentrer chez moi pour chercher un meilleur cheval, dit Pétrou, et il monta sur son cheval et s'en alla pour revenir. Lorsqu'il arriva sur place, sa nourrice, la vieille Birscha, l'attendait à la porte de la cour. Ah, mon fils Pétrou, je savais que tu serais obligé de revenir, parce que tu n'étais pas bien parti. Comment aurais-je dû partir? Demanda Pétrou, moitié en colère, moitié triste. Tu vois, mon cher Pétrou, commença la vieille nourrice, tu ne peux atteindre la fontaine de la fée Aurore que si tu montes le cheval que montait ton père l'empereur dans sa jeunesse. Va demander où et à qui est ce cheval. Puis montez-le et partez. Pétrou la remercia pour ses indications, puis partit s'enquérir du cheval.
Que la lumière devienne noire pour toi. Dit l'empereur. Qui t'a dit de me demander ça? Ce devait sûrement être cette sorcière de Birsha. Es-tu fou? 50 ans se sont écoulés depuis que je suis jeune. Qui sait où pourrissent les os du cheval que je montais alors? Il semble que moi qu'il y a une sangle de la bride posée sur le sol de l'écurie. C'est tout ce qui me reste du cheval. Pétrou partit en colère et raconta toute l'histoire à sa vieille nourrice. Attends, s'écria la vieille femme en riant. Si c'est ainsi, très bien. Allez m'apporter le morceau de bride, je saurai en tirer profit. Le sol était couvert de sel, de bride et de sangle. Pétrou choisit le plus en lambeaux, le plus rouillé et le plus noir, et l'apporta à la vieille femme, afin qu'elle puisse en faire ce qu'elle avait promis. La vieille nourrice prit la bride, la fuma avec de l'encens, marmonna brièvement dessus, puis dit à Pétrou: Maintenant, prends la bride et frappe les piliers de la maison avec. Pétrou a fait ce qu'on lui a dit. Le charme de la vieille femme a bien fonctionné. À peine Pétrou avait-il heurté les piliers qu'il se produisit, je ne sais comment, quelque chose qui le stupéfia complètement. Un cheval se tenait devant lui, un cheval dont le monde n'avait jamais vu le supérieur. Sa selle était faite d'or et de pierreries, sa bride brillait à tel point qu'on n'osait pas la regarder de peur d'être aveuglé. Un beau cheval, une belle selle et une belle bride pour le beau prince. Saute sur le dos de la baie, mon jeune héros, cria la vieille femme en faisant le signe de la croix sur le cheval et le cavalier, puis elle répéta un court sortilège et entra dans le palais. Après que Pétrou ait sauté sur le cheval, il sentit 3 fois plus de force dans son bras et 3 fois plus de courage dans son cœur. Tiens bon, maître, car nous avons un long voyage et devons aller vite, dit le bey, et le héros vit bientôt qu'il galopait, 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 comme jamais cheval et héros n'avaient galopé auparavant. Sur le pont se tenait maintenant un dragon dont il n'y avait jamais eu d'équivalent, un dragon à 12 têtes, chacune plus terrible, plus ardente que les autres. Ah! Mais le monstre a trouvé son égal. Pétrou n'a pas cédé, mais a commencé à retrousser ses manches et à cracher dans ses mains. Hors du chemin. Il cria. Le dragon commença à cracher du feu. Pétrou ne perdit plus de mots, mais dégaina son épée et se prépara à se précipiter sur le pont. Tenez, calmez-vous, maître, dit le bey, faites ce que je vous dis. Enfoncez les éperons dans mes flancs, dégainez votre épée et soyez prêts, car nous devons maintenant sauter par-dessus le pont et le dragon. Quand vous verrez que nous sommes directement au-dessus du monstre, lui coupons la tête, essuyons le sang de votre épée sur votre manche et la mettons dans le fourreau, afin que vous soyez prêts à vous battre lorsque nous toucherons à nouveau la terre. Pétrou frappa les éperons, dégaina son épée, lui coupa la tête, essuya le sang, enfonça la lame dans son fourreau et était prêt lorsqu'il sentit à nouveau un sol ferme sous les sabots du cheval. Alors ils traversèrent le pont. Maintenant, nous devons continuer, commença Pétrou, après avoir jeté un dernier coup d'œil vers son pays natal. En avant, répondit la bey, mais tu dois maintenant me dire, maître, comment nous devons nous hâter? Comme le vent, comme la pensée, comme le désir, ou comme une malédiction? Pétrou regarda devant lui et ne vit que le ciel et la terre, un désert qui lui hérissait les cheveux d'horreur. Nous changerons d'allure et roulerons comme chacun à notre tour, pas trop vite pour ne pas nous lasser, et pas trop lentement pour ne pas être en retard. Ils chevauchèrent, un jour comme le vent, un jour comme la pensée, un comme le désir et un autre comme une malédiction, jusqu'à ce qu'à l'aube grise du matin du 4e jour, ils atteignirent l'extrémité du désert.
Maintenant, arrête-toi et continue ta promenade, afin que je puisse voir ce que je n'ai jamais vu, s'écria Pétrou en se frottant les yeux comme une personne qui se réveille d'un sommeil ou qui voit quelque chose qui semble être une illusion. Devant les yeux du jeune prince s'étendait une forêt de cuivre, des arbres, des jeunes arbres, des arbustes, des buissons, des fougères et des fleurs des plus belles variétés, tous faits de cuivre. Pétrou restait là à regarder, comme un homme qui contemple quelque chose qu'il n'a jamais vu ni entendu parler. Il entra dans le bois. Les fleurs le long du chemin ont commencé à se vanter et ont incité Pétrou à les rassembler et à en faire une guirlande. Prends-moi. Je suis belle et donne de la force à celui qui me brise, dit l'un d'eux. Oh non. Prends-moi. Car celui qui me portera dans son chapeau sera aimé de la plus grande beauté du monde, dit un autre. Puis un troisième et un quatrième, chacun plus beau que ses compagnons, s'agitèrent et, d'un ton doux, essayèrent de persuader Pétrou de le ramasser. L'abbé s'écartait dès qu'elle voyait son maître se pencher vers une fleur. « Pourquoi ne te tais-tu pas » s'écria Pétrou, un peu sévèrement. « Ne cueillez pas de fleurs, vous vous en sortirez mal si vous les cueillez, répondit l'abbé. Pourquoi devrais-je m'en sortir mal? Une malédiction pèse sur ces fleurs. Quiconque les cueille doit se battre avec les velvas de la forêt. Avec quelle sorte de velva? Maintenant? Laisse-moi tranquille. Mais écoute. Regarde les fleurs et n'en cueille aucune. Tais-toi. Cela dit, le cheval se remit au pas. Pétrou savait par expérience qu'il ferait bien de suivre les conseils de l'abbé. Alors il détourna ses pensées des fleurs. Mais tout cela a été en vain. Si quelqu'un n'a pas de chance, il ne peut pas se débarrasser de son malheur, même s'il essaie de toutes ses forces. Les fleurs s'offraient encore à lui, et son cœur s'affaiblissait de plus en plus. Quoi qu'il arrive, dit Pétrou après un moment, je verrai au moins le velva de ce bois, afin de savoir à quoi ressemble ce monstre et à qui j'ai affaire. Si je suis destiné à mourir de ses mains, cela me tuera d'une manière ou d'une autre, et sinon je m'échapperai, même s'il devrait y en avoir des centaines et des milliers comme ça. Puis il commença à arracher les fleurs. Vous avez mal fait, dit anxieusement l'abbé. Mais comme la chose est arrivée, cela ne peut pas être changé, alors préparez-vous et préparez-vous à vous battre, car voici le velva. L'abbé avait à peine parlé et Pétrou avait à peine enroulé sa couronne, qu'une légère brise souffla de tous les côtés de la boussole et se transforma bientôt en vent violent. Le vent s'intensifia jusqu'à ce que partout il n'y ait plus que ténèbres et ténèbres, ténèbres et ténèbres. Le sol sous les pieds de Pétrou tremblait et tremblait, jusqu'à ce qu'il ait l'impression que quelqu'un avait pris le monde sur son dos et l'entraînait à toute vitesse. « As-tu peur » demanda l'abbé en secouant sa crinière. « Pas du tout, » répondit Pétrou, rassemblant son courage, même si des frissons lui parcouraient le dos. « Si une chose doit être, très bien. Qu'elle soit telle qu'elle est. Ne craignez rien, répondit l'abbé pour l'encourager. Enlève la bride de mon cou et essaie d'attraper le velva avec. Le cheval eut juste le temps de dire cela et Pétrou n'eut même pas le temps de défaire correctement la bride, lorsque le velva se présenta devant lui, un monstre si effrayant, si terrible, qu'il ne pouvait pas le regarder. Il n'a pas de tête, mais il n'est pas sans tête, il ne vole pas dans les airs, mais il ne marche pas non plus sur la terre. Il a une crinière comme le cheval, des cornes comme le cerf, une tête comme l'ours, des yeux comme le putois et un corps qui ressemble à tout sauf à un être vivant. Tel fut le velva qui se précipita sur Pétrou. Pétrou se leva sur ses étriers et commença à frapper,
tantôt avec son épée, tantôt avec son bras, jusqu'à ce que la sueur coule à flots sur son corps. Un jour et une nuit se sont écoulés. La bataille n'était pas encore décidée. Arrêtez-vous, que nous puissions nous reposer un peu, dit le Velva, haletant. Le héros laissa tomber son épée. Ne t'arrête pas, s'écria vivement le bey, et Pétrou se remit au travail de toutes ses forces. Le Velva hennissait maintenant une fois comme un cheval, puis hurlait comme un loup, et se précipitait de nouveau sur Pétrou. La bataille dura encore un jour et une nuit, et fut encore plus terrible qu'auparavant. Pétrou était si fatigué qu'il pouvait à peine bouger. Arrêtez maintenant. Je vois que j'ai affaire à une personne qui comprend le combat. Arrêtez, dit le Velva pour la deuxième fois. Arrêtez et réglons notre querelle. Ne t'arrête pas, cria la bey. Pétrou continua à se battre, même s'il pouvait à peine respirer. Mais les Velvas ne se précipitèrent plus aussi violemment sur lui et commencèrent à agir avec plus de prudence et de prudence, comme le font les gens lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont pas beaucoup de force. Le combat dura donc jusqu'à l'aube du troisième jour. Lorsque la lumière rose du matin commença à briller, Pétrou comment? Je ne sais pas. C'est assez qu'il l'ait fait jeta la bride sur la tête de Velva fatigué, qui devint instantanément un cheval le plus beau cheval du monde. Point. D'où soit ta vie, car tu m'as délivré de l'enchantement, dit Velva transformée, et elle commença à caresser le chargeur de bey. Pétrou apprit de leur conversation que le Velva était un frère du cheval bey et qu'il avait été ensorcelé de nombreuses années auparavant par le mercredi saint. Pétrou attacha le Velva à son cheval, sauta en selle et continua son voyage. Comment a-t-il roulé? Cela, je n'ai pas besoin de le dire. Il chevaucha rapidement jusqu'à ce qu'il sorte de la forêt de cuivre. Ne bougez pas et laissez-moi regarder ce que je n'ai jamais vu auparavant, répéta Pétrou lorsqu'ils sortirent de la forêt de cuivre. Une forêt encore plus merveilleuse s'étendait devant lui, une forêt de buissons scintillants portant les fleurs les plus belles et les plus tentantes. Il entrait dans le bois d'argent. Les fleurs commencèrent à parler de manière encore plus douce et plus séduisante qu'elles ne l'avaient fait dans la forêt de cuivre. Ne cueillez plus de fleurs, dit le Velva attaché à la bey, car mon frère est 7 fois plus fort que moi. Mais mon héros intrépide s'est-il retenu? À peine 2 minutes s'étaient écoulées lorsqu'il commença à cueillir des fleurs et à les enrouler pour en faire une couronne. La tempête hurlait plus fort, l'obscurité était plus grande et la terre tremblait encore plus que dans la forêt de cuivre. Les Velvas du bois d'argent se précipitèrent sur Pétrou avec une férocité 7 fois plus grande que les autres Velvas. Mais il ne resta pas non plus inactif. La bataille dura encore 3 jours et 3 nuits, et à l'aube du 4e matin, notre héros brida le 2e Velva. D'où soit ta fortune, car tu m'as délivré de l'enchantement, dit le Velva, et ils poursuivirent leur voyage par la route par laquelle ils étaient venus. Arrêtez-vous, restez tranquille, continuez votre promenade et laissez-moi contempler ce que je n'ai jamais vu auparavant, cria Pétrou pour la 3e fois. Puis il se couvrit les yeux avec sa main de peur d'être aveuglé par les rayons provenant de la forêt d'or. Il avait déjà vu des choses merveilleuses, mais n'avait jamais rêvé d'un spectacle pareil. Nous resterons ici ou nous nous en sortirons mal, crièrent les chevaux dans un souffle. Pourquoi devrions-nous nous en sortir mal? Demanda Pétrou. Tu cueilleras à nouveau les fleurs. Je sais que ton cœur ne te donnera aucun repos jusqu'à ce que tu le fasses. Et notre plus jeune frère est 7 fois plus fort et plus terrible que nous 3 ensemble. Alors faisons le tour de la forêt, dit la bey. Certainement pas, répondit Pétrou. Passons-y. Voyons tout. Puisque nous avons vu quelque chose,
et expérimentons tout, maintenant que nous en avons vécu une partie. N'ayez crainte, je n'en ai pas. Je n'ai pas besoin de vous dire que Pétrou a refait ce qu'il avait déjà fait 2 fois. Oh cher, comment pourrait-il s'en empêcher? À peine la couronne était-elle enroulée que commença quelque chose d'inédit. Ce n'était pas une tempête plus furieuse, ni une obscurité plus grande, et la terre ne tremblait pas non plus violemment. Non. Je ne sais pas comment ni ce que c'était, mais Pétrou avait l'impression que quelqu'un s'était introduit au milieu de la terre pour la renverser. Ce qui s'est passé était quelque chose d'horrible, et que le ciel en préserve chacun. Tu vois, dit l'abbé avec colère, pourquoi ne pouvais-tu pas te taire? Pétrou vit qu'il ne voyait plus rien, commença à sentir qu'il ne ressentait plus rien et comprit qu'il ne pouvait plus rien comprendre. Il ne répondit donc pas, mais ceint plus fort son épée et se prépara à se battre. Maintenant, le Velva peut venir, s'écria-t-il. Je vais mourir ou lui jeter la bride par-dessus la tête. Il avait à peine prononcé ces mots que quelque chose dont il n'avait jamais vu d'équivalent auparavant s'approcha de lui. Un brouillard dense entourait Pétrou, un brouillard si dense qu'il ne pouvait même pas s'y voir. Qu'est-ce que c'est ça? S'écria le champion un peu surpris, lorsqu'il commença à sentir qu'il avait mal partout. Mais il fut encore plus alarmé lorsqu'il s'aperçut qu'il n'entendait pas sa propre voix à travers la brume. Alors il se mit à frapper autour de lui avec son épée à droite et à gauche, devant et derrière, dans toutes les directions, et de toute la force qu'il avait, comme fait un homme quand il voit que les choses deviennent sérieuses. Il combattit donc pendant 1 jour et 1 nuit, sans rien voir sauf une obscurité épaisse, ni entendre autre chose que sa propre sueur couler sur les flancs de son cheval. Depuis quelque temps, il avait même l'impression qu'il n'était plus en vie, mais qu'il était mort depuis longtemps. Soudain, le brouillard commença à se disperser. Le 2e jour, à l'aube, elle disparut complètement et, lorsque le soleil se leva dans le ciel, les yeux de Pétrou virent à nouveau la lumière. Il avait l'impression d'être né de nouveau. Le Velva, il semblait avoir disparu de la terre. Reprenez votre souffle maintenant, car la bataille va bientôt recommencer, dit l'abbé. Ça c'était quoi? Demanda Pétrou. Le Velva, répondit le cheval. Le Velva s'est transformé en brouillard. Reprenez votre souffle. Il revient. L'abbé avait à peine parlé et Pétrou avait à peine eu le temps de respirer, qu'il aperçut quelque chose s'approcher d'un côté, mais ce que c'était, il ne le savait pas. L'eau, pourtant, n'était pas comme l'eau, car elle ne semblait pas couler sur la terre, mais d'une manière étrange, voler ou se déplacer d'une manière ou d'une autre. Assez, elle ne laissait aucune trace derrière elle et ne volait pas haut. C'était quelque chose qui semblait n'être rien. Oh cher! S'écria Pétrou. Prends courage et défends-toi, ne reste pas immobile, dit l'abbé, mais elle ne put prononcer un autre mot, car l'eau lui remplissait la bouche. Le combat recommença. Pétrou frappait autour de lui sans s'arrêter 1 jour et 1 nuit, ne sachant pas vers quoi il visait, et combattait sans savoir avec qui. Le lendemain, à l'aube, il sentit que ses pieds étaient paralysés. Maintenant, je suis perdu, s'écria-t-il un peu en colère. Cependant il commença à se montrer doublement courageux et à porter des coups encore plus forts. Le soleil s'est levé et l'eau a disparu. On ne pouvait dire comment ni quand. Reprenez votre souffle, dit l'abbé. Reprenez votre souffle, car vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre. Le Velva reviendra tout de suite. Pétrou ne répondit rien. Le pauvre garçon était si fatigué qu'il ne savait que faire. Il s'installa donc plus fermement sur la selle,
saisit son épée avec une poigne plus ferme, et attendait ainsi préparé l'approche de l'ennemi qu'il voyait avancer. Une telle chose, comment puis-je la décrire? C'était comme un homme rêvant qu'il voit quelque chose qui a ce qu'il n'a pas, et qui n'a pas ce qu'il a. C'était la forme sous laquelle le Velva apparut maintenant à Pétrou. Oh! Mon Dieu! Comment le Velva pourrait-il désormais être une forêt d'or après l'avoir laissé par 2 fois en disgrâce? Il volait avec ses pattes et marchait avec ses ailes, sa tête était en arrière et sa queue en avant, ses yeux étaient dans sa poitrine et sa poitrine était sur son front, et pour le reste, aucun mortel ne pouvait le décrire. Pétrou frémit de tous ses membres et se signa 2 fois, puis il reprit courage et commença à se battre comme il s'était déjà battu une fois, et aussi comme il ne s'était jamais battu auparavant. La journée passa et les forces de Pétrou s'épuisèrent. Le soir arriva et les yeux de Pétrou commencèrent à s'assombrir. Quand minuit arriva, il sentit qu'il n'était plus à cheval. Lui-même ne savait pas comment et quand il avait atteint la terre, mais il était à pied. Lorsque la nuit céda au jour, Pétrou ne put suivre et tomba à genoux. Lève-toi, rassemble à nouveau tes forces, s'écria le bey en voyant que son maître perdait de sa vigueur. Pétrou essuya la sueur avec sa manche de chemise, tendit tous ses nerfs et se redressa de nouveau. Maintenant, frappe le Velva sur la bouche avec la bride, dit l'abbé. Pétrou a fait ce qu'on lui demandait. Le Velva hennissait si fort que Pétrou crut qu'il devait devenir sourd, puis, bien que si fatigué qu'il pouvait à peine bouger, se précipita sur le héros. Le combat ne fut plus long. Pétrou a également réussi à jeter la bride sur la tête de ce Velva. Lorsque le grand jour arriva, le héros montait sur le 4e cheval. Puissiez-vous avoir une belle épouse, car vous m'avez délivré de l'enchantement, dit le Velva. Ils poursuivirent leur route et, alors que la nuit enveloppait le jour, ils atteignirent les limites de la forêt dorée. Tout en poursuivant leur chemin, Pétrou commença à se fatiguer et, pour avoir quelque chose à faire, il examina les belles couronnes. Que dois-je faire des couronnes? Il s'est dit. Un me suffit, je garderai le plus beau. Il jeta donc celle de cuivre, puis celle d'argent, et ne réserva que la guirlande d'or. Arrêtez, dit le cheval bai. Ne jetez pas les couronnes. Descendez et ramassez-les. Elles pourront peut-être encore vous être utiles. Pétrou a fait ce qu'on lui a dit et a continué son chemin. Vers le soir, alors que le soleil n'était qu'à une largeur de main au-dessus de l'horizon et que les petites mouches commençaient à pulluler, notre cavalier atteignit la lisière de la forêt. Devant lui s'étendait une vaste lande sur laquelle rien n'était visible à perte de vue. Les chevaux s'arrêtèrent. Qu'est-ce que c'est? Demanda Pétrou. Nous pourrions nous en sortir mal ici, répondit l'abbé. Pourquoi devrions-nous nous en sortir mal? Nous entrons maintenant dans le domaine du mercredi saint. Tant que nous le traverserons, nous n'éprouverons que du froid, du froid, du froid. Les feux brûlent tout au long du bord de la route, et j'ai peur que vous alliez vous réchauffer. Double point. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas me réchauffer? Si vous le faites, vous vous en sortirez mal, dit anxieusement l'abbé. En avant, dit Pétrou sans crainte, j'aurai froid aussi, si nécessaire. Plus Pétrou avançait dans le royaume du mercredi saint, plus il sentait que ce n'était pas une région agréable. À chaque pas, l'air devenait plus froid et plus glacial, il y avait tellement de froid et de glace que cela glaçait même la moelle des os. Mais Pétrou n'était pas un lâche, il s'est montré aussi courageux dans les épreuves qu'il l'avait été au combat. Le long de la route, les feux brûlaient les uns après les autres,
et à côté de ces feux se rassemblaient des groupes de personnes qui l'appelaient avec les paroles les plus douces et les plus séduisantes. Le souffle de Pétrou se figea, mais il ne céda pas, mais ordonna à la baie de continuer sa promenade. On ne peut dire combien de temps notre héros a lutté contre le froid et le gel, car tout le monde sait que le royaume du mercredi saint est plus long qu'un jet de pierre, voire deux. Le froid n'y est pas modéré, mais âpre, si âpre que même les rochers sont fendus par le gel. C'est comme ça dans ce pays. Mais Pétrou n'avait pas grandi sans quelques difficultés, alors il se contenta de grincer des dents, même s'il était tellement engourdi qu'il ne pouvait même pas cligner de l'œil. Ils arrivèrent au mercredi saint. Pétrou descendit de cheval, jeta la bride sur la tête du bey et entra dans la maison. « Bonjour maman. Merci. Mon héros gelé. » Pétrou rit mais ne répondit pas. « Vous avez prouvé que vous étiez un brave garçon, dit Mercredi Saint en lui tapotant l'épaule. Maintenant, je vais te donner la récompense. » Elle se dirigea vers un coffre en fer, l'ouvrit et en sortit une petite boîte. « Voyez, dit-elle, ce coffret est destiné depuis les temps les plus anciens à celui qui a pénétré dans le royaume du froid. Prenez-le et gardez-le soigneusement, car il peut vous être d'un grand service. Lorsque vous l'ouvrirez, vous recevrez des nouvelles d'où que vous désiriez et des nouvelles véridiques de votre pays natal. » Pétrou la remercia pour ses paroles et son cadeau, monta à cheval et continua sa route. Après avoir été à quelques pas de là, il ouvrit la boîte magique. « Que commandez-vous » demanda quelque chose à l'intérieur. « Donnez-moi des nouvelles de mon père, » répondit Pétrou plutôt timidement. Il est assis dans la salle du conseil avec les anciens du royaume. Est-ce qu'il prospère ? Pas spécialement. Il a des ennuis. Qui l'énerve ? Demanda Pétrou un peu brusquement. Vos frères ? Costan et Floréa, répondit la voix dans la loge. Il me semble qu'ils essaient de lui arracher le sceptre et le vieux monarque dit qu'ils n'en sont pas encore dignes. En avant, bey. Nous n'avons pas de temps à perdre, cria Pétrou. Puis, fermant la boîte, il la mit dans son sac à dos. Ils se dépêchèrent comme les fantômes voltigent lorsque les tourbillons soufflent et que les vampires chassent à minuit. On ne peut pas dire combien de temps ils ont roulé, mais c'était très, très longtemps. Arrêtez. Laissez-moi vous donner un autre conseil, dit l'abbé au bout d'un moment. Eh bien ? Dis-moi, dit Pétrou. Vous avez été tourmenté par le froid, maintenant vous allez devoir affronter une chaleur telle que vous n'en avez jamais ressentie auparavant. Gardez votre courage et ne vous laissez pas attirer par les endroits frais. Avant. Répondit Pétrou. Ne vous inquiétez pas, si je n'ai pas gelé, je ne fondrai pas. En effet. Cette chaleur suffisait à faire fondre la moelle des os, chaleur qui n'existe nulle part sauf au royaume du jeudi saint. Plus ils avançaient, plus la chaleur devenait grande. Même le fer des fers des chevaux commença à fondre, mais Pétrou ne céda pas. La sueur coulait sur son corps à flots, il l'essuyait avec sa manche et continuait son chemin rapidement. Quant à la chaleur, aussi intense qu'elle devienne, il y avait autre chose qui torturait encore plus Pétrou. Le long des routes, toujours à quelques pas les unes des autres, se trouvaient des vallées fraîches avec des sources froides prêtes à étancher la soif du voyageur. Lorsque Pétrou les regardait, il avait l'impression que son cœur se ratatinait et que sa langue était desséchée par la soif. Des lys, des violettes et des roses poussaient dans l'herbe douce autour des sources, et sur ces parterres de fleurs reposaient des filles si belles que Dieu seul sait comment il aurait été possible qu'elles soient plus belles. Pétrou aurait volontiers fermé les yeux pour ne plus voir des créatures aussi envoûtantes. « Viens, héros,
Viens aux eaux rafraîchissantes. Laisse-nous t'amuser, appelaient les séduisantes jeunes filles. Pétrou secoua silencieusement la tête. Il avait perdu le pouvoir de parler. Ils ont roulé ainsi pendant très longtemps. Soudain, ils sentirent que la chaleur commençait à diminuer, et au sommet d'une colline lointaine, une cabane apparut. C'était la demeure du Jeudi Saint. Pétrou s'est approché et, presque à la porte, le Jeudi Saint est sorti et l'a accueilli. Pétrou exprima ses remerciements, comme c'est l'usage entre les gens distingués et bien élevés, et ils entrèrent en conversation comme ont l'habitude de le faire ceux qui ne se sont jamais vus. Pétrou lui apporta des nouvelles du mercredi saint, raconta ses aventures et lui mentionna le but pour lequel il était parti, puis il lui dit adieu, car il n'avait vraiment pas de temps à perdre. Qui pourrait dire jusqu'où il lui restait encore à parcourir pour atteindre la fée Aurore? Attends un peu, jusqu'à ce que je puisse te dire quelques mots, dit le Jeudi Saint. Vous allez maintenant entrer dans le domaine du Vendredi Saint. Allez vers elle et dites-lui que je lui souhaite santé et bonheur. À votre retour, revenez vers moi et je vous donnerai quelque chose qui vous sera utile. Pétrou la remercia et poursuivit son chemin. À peine avait-il roulé assez longtemps pour fumer une pipe de tabac, qu'il entra dans un nouveau pays. Ici, il ne faisait ni chaud ni froid, mais c'était comme le climat du printemps, au moment du sevrage des agneaux. Pétrou commençait à respirer facilement, mais il se trouvait sur une lande désolée composée de sable et de chardon. Qu'est-ce que ça peut être? Demanda Pétrou, lorsqu'il aperçut un objet ressemblant à une maison, mais à une très longue distance. Juste là où ses yeux voyaient la fin de la morne bruyère. C'est la maison du Vendredi Saint, répondit l'abbé. Si nous continuons à rouler, nous pourrons peut-être l'atteindre avant la nuit. Et c'est ce qui s'est passé. La nuit tombait à peine alors que le héros s'approchait lentement de la maison lointaine. Sur la lande, une foule de fantômes voltigeait à la droite et à la gauche de Pétrou, devant et derrière lui. N'ayez pas peur, dit l'abbé. Ce sont les filles du tourbillon. Elles dansent dans les airs, attendant le mangeur de lune. Ils arrivèrent donc à la maison du Vendredi Saint. Descendez et entrez, dit l'abbé. Pétrou était sur le point de faire ce qu'on lui avait dit. Arrête, ne sois pas si pressé, continua le cheval. Laissez-moi d'abord vous dire ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison du Vendredi Saint sans ménagement. Elle est gardée par les tourbillons. Que dois-je faire? Prenez la couronne de cuivre et allez avec elle jusqu'à la colline que vous voyez là-bas. Lorsque vous atteignez le sommet, commencez à crier. Mon Dieu! Quelle belle fille! Quels anges! Quelle créature féerique! Ensuite, tenez la guirlande en l'air et dites, si seulement je savais si quelqu'un me prendrait cette couronne, si seulement je savais. Si seulement je savais. Et jette la guirlande. Pourquoi devrais-je faire ça? Demanda Pétrou, comme un homme a l'habitude de s'interroger lorsqu'il veut connaître la cause de ses actes. Silence. Allez et faites-le, répondit sèchement le bey, et Pétrou, sans autre mot, fit ce qu'on lui demandait. À peine le héros eut-il jeté la couronne que les tourbillons se précipitèrent dessus et se débattirent autour d'elle. Pétrou se tourna maintenant vers la maison. Arrêtez! Cria encore l'abbé. Je ne vous ai pas encore tout dit. Prenez la couronne d'argent et frappez à la fenêtre du Vendredi Saint. Quand elle demande, qui est là? Dis que tu es venu à pied et que tu t'es égaré sur la lande. Elle te repoussera, mais tu ne dois pas bouger de là. Dis-lui, je ne m'en irai pas, depuis que je suis petit enfant. J'ai toujours entendu parler du Vendredi Saint, Vénus,
et je n'avais pas de chaussures d'acier faites avec des lanières en peau de veau. Je n'ai pas voyagé 9 ans et 9 mois. Je ne me suis pas battu pour cette couronne d'argent que je veux lui offrir. Je n'ai pas fait et souffré toutes ces choses simplement pour rebrousser chemin maintenant que je l'ai atteinte. Agissez et parlez comme je vous l'ai dit. Ce qui suit doit être votre propre soin. Pétrou ne répondit rien, mais monta vers la maison. Comme il faisait parfaitement noir, le héros ne voyait pas la demeure et se laissait guider uniquement par les rayons de lumière qui traversaient la fenêtre. Lorsqu'il atteignit la maison, plusieurs chiens se mirent à aboyer, car ils savaient qu'un étranger était proche. Qui se bat avec les chiens? Que sa vie soit amère, s'écria le Vendredi saint avec colère. C'est moi, Vendredi saint, dit Pétrou avec un souffle difficile, comme un homme qui aime ce qu'il fait mais qui n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'il fait. Je me suis égaré dans la lande et je ne sais pas où passer la nuit. Ici, il s'arrêta, n'osant pas en dire davantage. Où as-tu laissé ton cheval? Demanda le Vendredi saint assez brusquement. Pétrou réfléchit. Il ne savait pas s'il devait mentir ou dire la vérité, aussi ne répondit-il pas. Va, au nom de Dieu, mon fils, je n'ai pas de place pour toi, dit Vendredi saint en se retirant par la fenêtre. Pétrou répéta maintenant ce que le cheval lui avait dit de dire. À peine l'avait-il fait, qu'il vit Vendredi saint ouvrir la fenêtre. Montre-moi la couronne, mon fils, dit-elle doucement, d'un ton doux. Pétrou lui a donné la guirlande. Entrez dans la maison, dit le Vendredi saint. N'ayez pas peur des chiens. Ils savent ce que je veux. C'était quand même le cas. Les chiens commencèrent à remuer la queue et suivirent Pétrou alors qu'il suivait un maître rentrant des champs la nuit. Pétrou dit « Bonsoir ». En entrant, posa son chapeau sur le four et, lorsque le Vendredi saint l'invita à s'asseoir, il prit place sur un banc près du poêle. Il parlait désormais des sujets de tous les jours, du monde, de la méchanceté de l'humanité et de choses similaires, sans aucune raison ni aucun but particulier. Il ressortait de son discours que le Vendredi saint était très irrité contre les hommes. Mais Pétrou était d'accord avec elle sur tout, comme il convient à quelqu'un qui est assis à la table d'autrui. Mon Dieu! Quel âge avait cette vieille dame? Je ne sais pas pourquoi le jeune Pétrou l'a dévorée à ce point avec ses yeux, au point de lui avoir donné le mauvais œil. Comptait-il les rides de son visage? Il lui aurait fallu naître 7 fois de suite, et vivre à chaque fois 7 fois plus longtemps qu'une vie humaine ordinaire, pour avoir le loisir de tous les compter. Mais le cœur de Vendredi saint rit de joie lorsqu'elle vit Pétrou complètement absorbé par son regard. Quand l'état actuel des choses n'existait pas, commença le Vendredi saint, avant la création du monde, je suis né et j'étais un si bel enfant que mes parents ont créé la terre pour avoir quelqu'un qui puisse admirer ma beauté. Au moment où le monde a été créé, j'avais grandi et, au milieu de tous l'émerveillement devant ma beauté, le mauvais œil est tombé sur moi. Depuis lors, chaque siècle, une ride s'est formée sur mon visage. Et maintenant je suis vieux. Le chagrin et la colère du Vendredi saint lui permettraient de ne pas en dire davantage. Au cours de la conversation, Vendredi saint raconta à Pétrou que son père avait été autrefois un grand et puissant empereur et qu'un jour, lorsqu'une querelle éclata entre lui et la fée Aurore, qui dirigeait le pays voisin, il avait été honteusement moqué par son voisin. Puis elle commença à dire toutes sortes de choses sur la fée Aurore. Que devait faire Pétrou? Il écoutait en silence, disant de temps en temps, « Oui, oui, c'est vraiment dommage. Que pouvait-il faire d'autre? Mais je te confierai une tâche. Si tu es un champion courageux et si tu l'accomplis, dit le Vendredi saint,
alors que tous deux commençaient à s'endormir. Chez la fée Aurore, il y a une source. Celui qui en boit fleurira comme la rose et la violette. Apportez-moi une cruche d'eau et je saurai vous témoigner ma gratitude. C'est une tâche difficile, Dieu le sait. Le royaume de la fée Aurore est gardé par toutes sortes de bêtes sauvages et de terribles dragons. Mais je veux vous dire autre chose et vous donner quelque chose aussi. Après que Vendredi Saint eut dit cela, elle se dirigea vers un coffre cerclé de fer à chaque coin et en sortit une toute petite flûte. Écoute, dit-elle à Pétrou, un vieil homme m'a donné ceci quand j'étais jeune. Celui qui entend ces notes s'endort et dort jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus. Prends l'instrument et joue dessus aussi longtemps que tu restes dans le royaume de la fée Aurore. Personne ne vous fera de mal, car toutes les créatures dormiront. Pétrou dit maintenant à son hôtesse ce qu'il avait l'intention de faire, et le Vendredi Saint était encore plus ravi. Ils ne parlèrent plus beaucoup. Pourquoi le devraient-ils? Il était déjà minuit passé. Pétrou dit « Bonne nuit », fourra la flûte dans son étui et monta au grenier pour dormir un peu. Lorsque le matin se leva, le héros était déjà éveillé et l'étoile du matin était à peine levée dans le ciel qu'il se leva. Il prit une grande mangeoire, la remplit de charbon ardent et sortit nourrir ses chevaux. Après que le bey eut mangé 9 et chacun des autres chevaux 3 berceaux pleins de feu, Pétrou les conduisit à la source, les abreuva et se prépara à continuer son voyage. Arrêtez, a appelé Vendredi Saint depuis la fenêtre. J'ai encore un mot à dire. Je veux vous donner un conseil. Pétrou se dirigea vers la fenêtre. Laissez ici un cheval et continuez avec seulement 3. Chevauchez lentement jusqu'à ce que vous atteigniez le royaume de la fée Aurore. Ensuite, descendez de cheval et entrez dans son pays à pied. Puis, à votre retour, venez de manière à laisser les 3 chevaux couchés. La route est arrivée ici à pied. J'obéirai à chaque parole, dit Pétrou, essayant de continuer. Ne soyez pas pressés, je n'ai pas encore fini, a poursuivi le Vendredi Saint. Ne regardez pas la fée Aurore, car ses yeux envoûtent, ses regards privent un homme de sa raison. Elle est laide, trop laide pour être décrite. Elle a des yeux de chouette, une tête de renard et des griffes de chat. Entendez-vous, ne la regarde pas. Et que le Seigneur te ramène à moi sain et sauf, mon fils Pétrou. Pétrou la remercia pour ses conseils et ne s'attarda plus. Où trouverait-il le temps de bavarder avec les vieilles femmes? Il laissa le cheval bai dans le pré et poursuivit son chemin. Au loin, là où le ciel rencontre la terre et où les étoiles parlent aux fleurs, apparut une brillante lueur rose, presque comme celle du ciel au début du printemps, mais encore plus belle et merveilleuse. C'était le palais de la fée Aurore. Tout l'espace entre les deux était rempli de prairies fleuries. Et puis il ne faisait ni chaud ni froid, ni clair ni sombre, mais à mi-chemin, comme le jour de la Saint-Pierre, quand on se lève tôt le matin pour conduire le bétail au pâturage. Pétrou a parcouru cette belle région le cœur heureux. On ne peut dire en langage humain combien de temps il chevaucha, car dans ce pays la nuit ne succède pas au jour et au jour la nuit. C'était toujours tôt le matin avec des brises douces et fraîches, un soleil invisible et une lumière tamisée. Le règne du jour et de la nuit commença pour la première fois au pays du Vendredi Saint. Après un long voyage, Pétrou vit quelque chose de blanc apparaître au milieu de la lueur rose du ciel. Plus il s'approchait, plus il voyait distinctement ce qui se trouvait maintenant devant ses yeux. C'était le palais des fées. Pétrou regarda et regarda, puis inspira longuement comme un homme qui dit « Oh, Seigneur, je te remercie. Mais comme ce palais était beau. De hautes tourelles s'étendaient bien au-dessus des nuages,
des murs blancs comme des coquillages et plus brillants que le soleil de midi, un toit d'argent. Mais quelle sorte d'argent? Elle ne brillait même pas au soleil, et les fenêtres étaient toutes tendues d'air et encadrées d'un cadre d'or terne. Sur tout cela, les joyeux rayons du soleil jouaient, comme le vent joue avec l'ombre des branches au printemps, lorsqu'il est si indolent qu'il ne remue à peine. Pétrou ne pouvait pas rester longtemps, car il était pressé. Alors il descendit de cheval, laissa les chevaux brouter l'herbe rosée, prit sa flûte, comme le vendredi saint l'avait ordonné, et dit « Que Dieu soit avec moi !» Commença sa formidable tâche. Il avait à peine fait 3 jets de pierre, qu'il aperçut un géant, bercé par les douces notes de la flûte. C'était l'un des gardiens du palais de la fée Aurore. Alors qu'il était allongé sur le dos, Pétrou commença à le mesurer par pas. Je n'exagère pas, mais il était si grand que lorsque Pétrou marcha des pieds à la tête, il poussa un soupir. Il ne savait pas exactement si c'était de fatigue ou de peur. Il n'aurait pas été étonnant qu'il ait été stupéfait. La lune montante n'est pas aussi grande que l'œil du géant. Et cet œil n'était même pas comme celui des autres, mais au milieu du front du géant. Tel était l'œil. Qu'aurait pu être le reste? Pétrou était un héros courageux, mais il remercia chaleureusement Dieu, la flûte et le vendredi saint de ne pas s'être battu avec ce monstre humain et continua doucement son chemin. Le prince avait marché aussi loin qu'un homme fait habituellement avant d'avoir envie de s'asseoir à l'ombre, lorsqu'il rencontra des ennemis encore plus terribles. Des dragons, chacun à 7 têtes, étaient étendus au soleil, profondément endormis, les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Je ne peux pas décrire à quoi ressemblaient ces dragons. De nos jours, tout le monde sait que les dragons ne sont pas des choses avec lesquelles on peut se moquer ou dont on peut se moquer. Pétrou se précipita devant eux, mais je ne sais vraiment pas si c'était par précipitation ou par peur. Et il n'aurait pas été étonnant qu'il ait eu peur. Un dragon est un dragon. Le prince atteignit alors une rivière. Mais que personne ne suppose qu'il s'agissait d'un ruisseau ordinaire. Le lait coulait à la place de l'eau, non sur le sable et les graviers, mais sur les pierres précieuses et les perles, et il ne coulait ni lentement ni rapidement, mais à la fois lentement et rapidement, comme au jour des mortels heureux. C'était la rivière qui coulait autour du palais sans jamais s'arrêter ni bouger. Sur la berge, les uns bondissant les autres, des lions dormaient. Et quels lions! Ils avaient des cheveux dorés, des dents et des griffes terminées par du fer. C'étaient les gardiens de l'autre rive de la rivière, où se trouvait un magnifique jardin, aussi beau que les jardins ne peuvent l'être que dans le royaume de la fée Aurore. Sur le rivage poussaient les plus belles fleurs et sur ces fleurs des fées, toutes plus belles et envoûtantes les unes que les autres, dormaient doucement côte à côte. Pétrou n'osait même pas jeter un regard de ce côté-là. Le prince se demandait maintenant comment il allait traverser le ruisseau. Il était large et profond et n'avait qu'un seul pont, et ce pont ne ressemblait à aucun autre au monde. Sur chaque rive se trouvait une tête de pont, chacune gardée par 4 lions endormis. Mais quant au pont, aucune âme humaine ne pourrait le traverser. On le voyait avec les yeux, mais on ne sentait que du vide si l'on essayait d'y mettre le pied. Qui sait de quel matériau il a été fait? Peut-être un petit nuage. Assez. Pétrou est resté au bord de la rivière. Crois, cela, il ne pouvait pas le faire. Nager dessus? Il ne fallait pas y penser. Que devrait-il faire? Eh bien, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour Pétrou. Il n'a pas facilement peur. Il se tourna et revint vers le géant. Nous prendrons le risque, pensa-t-il. Nous nous parlerons. Réveille-toi, mon brave.
cria-t-il en tirant le monstre par la manche de son manteau. Lorsque le géant s'est réveillé, il a tendu la main vers Pétrou, comme nous le faisons lorsque nous essayons d'attraper une mouche. Pétrou souffla sur la flûte et le géant retomba à terre. Alors Pétrou le réveilla et le rendormit 3 fois de suite, c'est-à-dire qu'il le réveilla 3 fois et l'endormit 3 fois. Lorsqu'il fallut le faire pour la 4e fois, Pétrou dégrafa sa cravate, y attacha les 2 petits doigts du géant, puis dégaina son épée et, frappant le monstre sur la poitrine, s'écria « Réveille-toi, mon brave garçon !» Quand le géant vit quelle plaisanterie désolée lui avait été jouée, il dit à Pétrou « Écoute, ce n'est pas un combat loyal. Combattez honnêtement, si vous êtes un héros. Attends un peu, je veux d'abord te parler, dit Pétrou. Jure que tu me porteras au-delà de la rivière, puis je te relâcherai pour un combat loyal. Le géant prêta serment et Pétrou le laissa se lever. Lorsqu'il fut presque réveillé, il se précipita sur le prince pour l'écraser d'un seul coup. Mais il avait rencontré son égal. Pétrou avait plus d'un jour et lui aussi se précipita hardiment sur l'ennemi. Ils se sont battus pendant 3 jours et 3 nuits. Le géant saisit Pétrou et le jeta à terre pour qu'il l'enfonce dans la terre jusqu'aux genoux. Mais Pétrou enfouit le géant jusqu'à la taille. Puis le géant l'enfonça dans le sol jusqu'à sa poitrine. Et finalement Pétrou força le géant jusqu'à son cou. Lorsque le géant se trouva ainsi coincé, il s'écria avec terreur. « Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Je m'avoue conquis. Voulez-vous me porter au-dessus de la rivière ? Demanda Pétrou. Je vais. Répondit-il depuis le trou dans le sol. Que dois-je te faire si tu ne respectes pas ta promesse ? Tuez-moi. Faites de moi ce que vous voulez. Mais laissez-moi vivre maintenant. Qu'il en soit ainsi. Dit Pétrou. Puis prenant la main gauche du géant, il l'attacha à son pied droit, lui fourra un mouchoir dans la bouche pour qu'il ne puisse pas crier, lui banda les yeux pour l'empêcher de voir et le conduisit à la rivière. Lorsqu'ils atteignirent le ruisseau, le géant posa un pied sur la rive opposée, prit Pétrou sur la paume de sa main et le déposa avec précaution sur l'autre rive. C'est exact. Dit Pétrou. Puis il souffla dans sa flûte et le géant s'effondra sur la rive du fleuve. Lorsque les fées, qui se baignaient dans les vagues laiteuses de la rivière, entendirent le son de la flûte de Pétrou, elles s'endormirent, sortirent et s'endormirent sur les fleurs du rivage, là où Pétrou les trouva en descendant de la paume de la rivière. La main du géant. Il n'osa pas s'attarder longtemps avec eux. Ils étaient magnifiques. Dieu sait. Que doit être la fée Aurore elle-même ? Ou était-elle la plus laide parmi les belles ? Le prince ne s'arrêta pas pour se poser beaucoup de questions, mais partit voir. Lorsqu'il entra dans le jardin, il recommença à s'interroger. Malgré tout ce qu'il avait vu et expérimenté, il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Les arbres avaient tous des branches dorées, les eaux des fontaines étaient plus claires que la rosée, le vent soufflait avec un son musical et les fleurs murmuraient des paroles douces et aimantes. Pétrou se posa encore plus de questions lorsqu'il découvrit qu'il n'y avait pas une seule fleur déployée dans le jardin, rien que des bourgeons. C'était comme si le monde s'était arrêté ici, et c'était toujours le printemps. Mais quand les fleurs ont-elles éclos ? Si elles n'avaient pas encore eu le temps de s'ouvrir ? Et s'ils n'ont pas fleuri ? Pourquoi ? Cette question, et bien d'autres encore, se posa Pétrou en se rendant au palais. Personne ne l'empêchait de progresser, personne ne gênait ses pensées, tout le monde dormait. Les nymphes près des fontaines, les oiseaux sur les branches, les cerfs dans les fourrés et les papillons sur les fleurs,
Tous étaient plongés dans des rêves par la musique de la flûte. Bien plus, même le vent ne jouait plus avec les feuilles, les rayons du soleil ne buvaient plus les gouttes de rosée de l'herbe, et la rivière avait cessé de couler. Seul Pétrou était éveillé avec ses pensées et son émerveillement face à ses pensées. Il arriva dans la cour du palais. Autour d'elle s'étendait une belle et épaisse parcelle d'herbe, une parcelle d'herbe qui se balançait comme le vent. Devant lui se trouvait la porte, une porte entièrement faite de fleurs et d'autres belles choses. Au-dessous et à côté de la porte se trouvaient d'autres fleurs, toutes plus belles les unes que les autres, de sorte que Pétrou avait l'impression de marcher sur des nuages en passant au-dessus. À droite et à gauche dormaient les fées qui auraient dû garder l'entrée de la cour. Pétrou regarda autour de lui dans toutes les directions et répéta « Que Dieu soit avec moi » et entra dans le palais. Ce que Pétrou a vu, je ne peux pas le décrire. Tout le monde sait sûrement que le palais de la fée Aurore ne peut pas être un endroit ordinaire. Autour d'elle se trouvaient des fées pétrifiées, des arbres aux feuilles dorées et des fleurs faites de perles et de pierres précieuses, des colonnes sculptées de rayons de soleil, des marches aussi douces et brillantes que les canapés des princesses, et une atmosphère douce et apaisante. Telle était la cour du palais de la fée Aurore, et il ne pouvait en être autrement. Pourquoi le devrait-il? Pétrou monta les marches et entra dans le palais. Les 12 premières chambres étaient tendues de lin, les 12 suivantes de soie, puis vinrent 12 ornées d'argent et 12 d'or. Pétrou traversa rapidement les 48 appartements et, dans le 4e-9e appartement, qui était le plus magnifique de tous, il trouva la fée Aurore. La chambre était grande, large et haute, comme une des plus belles églises. Les murs étaient recouverts de toutes sortes de soieries et de belles choses, et sur le sol, là où on pose le pied, il y avait quelque chose, je ne sais trop quoi, mais quelque chose d'aussi brillant qu'un miroir et doux comme des coussins, en plus de bien d'autres choses. D'autres belles choses, comme une fée Aurora doit avoir. Où devrait-il y avoir de belles choses, sinon dans son palais? Comme on l'a dit, Pétrou retint son souffle en se voyant au milieu de tant de beauté. Au centre de cette église, ou quoi qu'il en soit, Pétrou aperçut la fameuse fontaine pour laquelle il avait fait un si long voyage, une fontaine comme les autres, sans rien d'extraordinaire. On ne pouvait s'empêcher de se demander si la fée Aurore l'avait autorisé à être dans sa chambre. Il y avait des douves telles qu'on en utilisait dans les temps anciens, mais elles avaient évidemment été autorisées à rester dans un but spécial. Et maintenant, je vais raconter une chose merveilleuse. À côté de la fontaine se trouvait la fée Aurore. Elle-même, la vraie fée Aurore. Le canapé était fait d'or et Dieu sait quoi d'autre, mais il était magnifique, et dessus dormait la fée Aurore, reposant sur des coussins de soie remplis de brises printanières. Bien sûr, elle n'était pas belle. Pourquoi devrait-elle l'être? Le vendredi saint n'avait-il pas dit qu'elle était un ensemble de choses hideuses? Pourquoi devrions-nous tarder à parler? Peut-être que le vendredi saint avait raison. Il se pourrait que ce soit le cas. Assez, quand Pétrou la regardait pendant qu'elle dormait là sur son canapé, il retenait son souffle et ne jouait plus de la flûte enchantée, il était pétrifié par cette merveille des merveilles. Non. Elle était belle, bien plus belle que ce à quoi on pourrait s'attendre de la fée Aurore. Je n'en dirai pas plus. À droite et à gauche du canapé dormaient 12 des plus jolies fées du royaume, qui avaient visiblement été prises par le sommeil en attendant leur reine. Pétrou était si absorbé par la fée Aurore qu'il ne les remarqua que lorsque, n'entendant plus la flûte, elles remuèrent dans leur sommeil. Pétrou trembla aussi et se remit à jouer. Le palais tout entier fut de nouveau plongé dans le sommeil,
Et le prince fit 3 pas. Entre le canapé et la fontaine se trouvait une table sur laquelle était posé un tendre pain blanc, pétri avec du lait de chèvre, et un gobelet de vin rouge, doux comme un rêve matinal. C'était le pain de force et le vin de la jeunesse. Pétrou regarda une fois le pain, une fois le vin et une fois la fée Aurore, puis, après 3 pas supplémentaires, il atteignit le canapé, la table et la fontaine. Lorsqu'il se tenait à côté du canapé, il perdit presque la raison, il ne pouvait vraiment pas se contrôler et, se baissant, mordit la fée Aurore. Elle ouvrit les yeux, et regarda le prince avec un regard qui lui fit perdre encore davantage la raison. Il joua de sa flûte pour qu'elle se rendorme, posa la couronne d'or sur son front, prit un morceau de pain sur la table, but une gorgée du vin de la jeunesse, puis mordit de nouveau la fée, mangea une autre bouchée de pain, et j'ai bu plus de vin. C'est ce qu'il fit 3 fois de suite. 3 fois il mordit la fée Aurore, 3 fois il mangea du pain et 3 fois il goûta le vin. Puis il remplit la cruche avec l'eau de la fontaine et disparut comme une bonne nouvelle. Lorsque le héros entra dans le jardin, il découvrit un monde entièrement nouveau. Les fleurs étaient des fleurs, les boutons s'étaient ouverts, les fontaines jouaient plus vite, les rayons du soleil dansaient plus joyeusement sur les murs du palais et les visages des fées semblaient plus joyeux. Tout cela était dû aux 3 morsures. Pétrou s'en alla par le même chemin qu'il était venu, au milieu des fées et des fleurs, sur la paume de la main du géant, devant les lions, les dragons et autres monstres. Puis, assis sur sa selle, il jeta un coup d'œil en arrière et vit que le monde entier derrière lui était en mouvement. Salut! Mais ils avaient devant eux quelqu'un qui valait la peine d'être poursuivi. Pas comme le vent, pas comme la pensée, pas comme le désir, pas comme une malédiction, mais encore plus vite que le bonheur disparaît, Pétrou se dépêcha de partir. Les poursuivants furent laissés sur place et le prince arriva à pied au Vendredi Saint. Vendredi Saint savait qu'il venait au hennissement du cheval bai, qui avait senti l'approche de son maître pendant 3 jours de congé, alors elle vint à sa rencontre, lui apportant du pain blanc et du vin rouge. Bienvenue, prince. Bonjour. Merci gentiment. Vendredi Saint. Pétrou lui tendit alors la cruche d'eau de la fontaine de la fée Aurore, et son hôtesse le remercia très chaleureusement. Ils échangèrent quelques mots sur le voyage du prince, le palais de la fée Aurore et la beauté de cette sœur du soleil. Puis Pétrou sella la baie, car il n'avait vraiment pas de temps à perdre. Vendredi Saint l'écoutait tantôt avec joie, tantôt avec amertume, tantôt joyeusement, tantôt avec colère, mais quand elle vit que Pétrou allait sûrement rapporter chez lui sa part d'eau de la fontaine des fées, elle lui souhaita santé et bonheur. Pétrou ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il atteigne le Jeudi Saint. Ici, il descendit de cheval et entra comme convenu, mais ne resta pas longtemps, se contenta de la saluer, de causer un moment, puis de lui dire adieu. Arrêtez, laissez-moi vous dire autre chose avant de continuer, dit anxieusement Jeudi Saint. Prends soin de ta vie. N'entre en conversation avec personne, ne roule pas trop vite, ne lâche pas l'eau, ne crois à aucune promesse et fuis des lèvres qui disent des paroles douces. Va comme tu es venu, le chemin c'est long, le monde est méchant, et tu as quelque chose de très précieux dans ta main, alors écoute-moi. Je te donne ce mouchoir, il n'est fait ni d'or, ni d'argent, ni de soie, ni de perles, mais de lin rayé. Prends bien soin de lui, il est enchanté. Celui qui le porte ne peut frapper aucun coup de foudre, aucun coup de lance,
Aucun coup d'épée et aucune balle ne peut percer. Telles furent les paroles du jeudi saint. Pétrou prit le mouchoir et écouta ses conseils. Puis il s'élança vers la baie, se dépêchant comme le font les princes féeriques lorsqu'ils sont pris par le mal du pays. Pétrou n'est pas descendu de cheval le jour du mercredi saint, mais a dit « Comment vas-tu » du dos de son cheval et a continué son chemin. Juste au bon moment, il se souvint de sa boîte enchantée et, voulant savoir ce qui se passait dans le monde, la sortit de son étui. Il l'avait à peine retirée et ne l'avait pas encore complètement ouvert, que la voix intérieure dit « La fée Aurore est en colère parce que tu as enlevé l'eau. Le vendredi saint est en colère parce qu'elle a cassé sa cruche. Tes frères Floréa et Costane sont en colère parce que vous leur avez arraché l'empire. » Pétrou se mit à rire en entendant tant de colère. Il ne savait pas exactement quoi demander d'autre. Comment le vendredi saint a-t-il cassé la cruche? Dit-il enfin. Elle s'est mise à danser de joie et est tombée avec. Comment ai-je arraché l'empire à mes frères? La boîte commençait alors à raconter comment Floréa et Costane, l'empereur étant maintenant vieux et aveugle des 2 yeux, étaient allés vers lui et l'avaient supplié de partager son royaume entre eux. L'empereur avait répondu que personne ne devrait gouverner le pays sauf celui qui apportait l'eau de la fontaine de la fée Aurore. Comme les frères comprirent ce qu'il voulait dire, ils allèrent voir le vieux Birscha, qui leur dit que vous aviez été là, que vous aviez accompli l'exploit et que vous repartiez pour rentrer chez vous. Vos frères se sont consultés et sont maintenant en route pour vous rencontrer, vous tuer. Prends ton eau et règne sur le pays. Tu mens? Boîte maudite. S'écria Pétrou furieusement en entendant tout cela, et il jeta le cercueil par terre, qui se brisa en 77 morceaux. Il n'avait pas parcouru beaucoup plus loin qu'il aperçut les nuages de son propre pays, sentit les brises de son pays et aperçut çà et là, au loin, l'un des sommets des montagnes aux frontières de sa maison. Pétrou s'arrêta pour voir plus distinctement ce qu'il lui semblait seulement percevoir. Il allait traverser le pont aux frontières de l'Empire, lorsqu'il crut entendre un bruit lointain, comme si quelqu'un l'appelait et criait même son nom. « Oh! Pétrou !» Il voulait s'arrêter. « En avant! En avant !» cria la baie. « Vous vous en sortirez mal si vous arrêtez. Non! Non! Arrêtez! Voyons de qui il s'agit, de quoi il s'agit et ce que l'on veut. Laissons-moi regarder le monde en face. » En disant cela, Pétrou tourna la bride du bec. « Oh! Pétrou! Pétrou! Qui t'a dit d'arrêter? Ne vaudrait-il pas mieux que vous vous souveniez de ce que vous a dit le jeudi saint? Ne vaudrait-il pas mieux que vous suiviez les conseils de la baie? Ainsi va le monde. Vous ne pouvez rien faire pour y changer. » Lorsqu'il se retourna, il vit son frère Floréa et son frère Costane. Ils étaient tous les deux là et s'approchèrent de Pétrou. « En avant! Pétrou! Dépêche-toi! Ou bien le jeudi saint ne vous a-t-il pas dit qu'il ne fallait engager la conversation avec personne? Ou vous ne vous souvenez plus de la nouvelle que vous a apportée la boîte du mercredi saint? » Les frères s'approchèrent avec de belles paroles et du miel sur les lèvres. « Que dit le jeudi saint? Pétrou? Pétrou? As-tu oublié? » Lorsque Pétrou aperçut ses chers frères, il sauta du fond de la baie et se précipita dans leurs bras. « Cher moi, comment pourrait-il s'en empêcher? Depuis combien de temps n'avait-il pas vu un visage humain ni entendu un seul mot de langage humain? » La conversation s'est déroulée comme elle se déroule entre frères. Pétrou était gai et heureux. Floréa et Costane étaient pleins de mots doux. Il y avait du miel sur leurs lèvres. Seule la baie était triste et baissait tristement la tête. Après que les frères eurent longuement parlé du vieil empereur, du pays et du voyage de Pétrou,
Floréa commença à froncer les sourcils. Frère Pétrou, ce monde est méchant. Ne vaudrait-il pas mieux que tu nous donnes de l'eau à transporter? Les gens viendront à ta rencontre, mais personne ne saura rien de nous, d'où nous venons, où nous sommes. Allons, où ce que nous avons. Oui. En effet, dit Costan, Floréa parle avec bon sens. Pétrou secoua la tête une ou deux fois, puis parla à ses frères de son mouchoir enchanté. Ils comprirent maintenant qu'il n'y avait qu'une seule façon de tuer le héros. Alors Floréa commença à parler à Pétrou par-dessus les épaules de Costan. À environ 3 jets de pierre se trouvait un puits d'eau claire et froide. Tu n'as pas soif, Costan? Demanda Floréa en faisant un clin d'œil à Costan. Oui, répondit Costan, comprenant ce que Floréa voulait dire. Viens, Pétrou, étanchons notre soif, et ensuite que Dieu nous aide sur notre chemin. Nous te suivrons pour te protéger des ennuis et du danger. N'y va pas, Pétrou, n'y va pas, ou tu t'en sortiras mal. Le cheval bai ne hennissait qu'une seule fois. Ah! Mais le héros n'a pas compris. Ce qui est arrivé ensuite. Que devrait-il se passer? Rien. Le puits était large et profond. Les 2 frères rentrèrent chez eux avec l'eau, comme s'ils l'avaient apportée de la fée Aurore. La baie hennissait de nouveau, si violemment et si tristement que même les bois tremblaient de peur, puis se précipitèrent vers le puits et restèrent là, paralysés par le chagrin. C'était l'histoire de Pétrou, le prince courageux et héroïque. Il semble qu'il soit destiné à arriver à une mauvaise heure. Un banquet eut lieu à la cour de l'empereur et toutes sortes de cérémonies splendides furent organisées. Partout dans le pays se répandit la nouvelle que les fils du monarque, Floréa et Costan, avaient apporté l'eau de la fée Aurore. L'empereur se lava les yeux avec de l'eau et vit comme jamais un mortel n'avait vu auparavant. Dans la chambre royale, derrière le foyer, il y avait un tonneau, et dans la douve de ce tonneau il aperçut un verre. L'empereur voyait si bien qu'il regarda à travers le bois. Après avoir partagé l'empire entre ses 2 vaillants fils, il se retira dans ses grands domaines privés pour passer sa vieillesse en paix. Ainsi se termina l'histoire de l'eau de la fontaine de la fée Aurore. Le pays a célébré l'événement pendant 3 jours et 3 nuits, puis les gens se sont remis au travail comme si de rien n'était. Après que Pétrou ait quitté le canapé, le palais et la cour, et que le son de sa flûte ne puisse plus être entendu, la fée Aurore reprit conscience, ouvrit les yeux, releva la tête et regarda autour d'elle dans toutes les directions. Comme si elle cherchait quelque chose, même si elle-même ne savait pas exactement quoi. Ça c'était quoi? Demanda-t-elle, à moitié éveillée, à moitié rêveuse. Qui? Il lui semblait qu'elle avait vu quelque chose dans une vision. Non. En réalité, quelque chose de doux et d'agréable. Une créature semblable à un être humain, mais avec un regard plus imposant, quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu auparavant. Tu ne sais pas ce que c'était? L'as-tu vu aussi? Ou est-ce que toi aussi tu as dormi? Rêvé? Telles étaient les questions que la fée Aurore posait à elle-même et à ses assistantes. Elle avait l'impression d'avoir eu une âme différente depuis qu'elle avait vu cette merveille. Mais personne ne lui répondit. Tout le monde était muet d'étonnement. La fée Aurore remarqua la couronne. Quelle belle guirlande! Qui a cueilli les fleurs, qui les a entortillées pour en faire un couronnement, et qui a apporté la couronne ici et l'a déposée sur mon canapé? Et la fée Aurore devint triste. Elle vit le pain sur la table. Il manquait 3 bouchées, une du côté droit, une du côté gauche et une du milieu. Il en était de même du vin de jeunesse. Il manquait 3 gorgées, une par le haut,
une par le bas et une par le milieu. Quelqu'un devait être là. La fée Aurore devint encore plus triste. Il lui semblait que quelque chose lui manquait, mais elle ne savait ni quoi ni où. L'eau de la fontaine était trouble. Oh! Quelqu'un a pris de l'eau ici. Et la fée Aurore était en colère. Comment avait-on pu entrer inaperçus? Où étaient tous les gardes aux yeux perçants? Les géants? Les dragons? Les lions ferrés? Les fées? Les fleurs et le soleil? Qu'avaient-ils tous fait? Personne n'avait regardé. Personne n'était à son poste. La fée Aurore tomba alors dans une colère parfaite. Lion, dragon, géant, partez, poursuivez, attrapez, saisissez et ramenez-le. Tels étaient les ordres de la fée Aurore dans la fureur de sa colère. L'ordre fut émis et mit tout son royaume en émoi, mais Pétrou s'était enfui si rapidement que même les rayons du soleil ne pouvaient l'atteindre. Tous revinrent tristement. Tout cela apportait de tristes nouvelles. Pétrou avait franchi les frontières du royaume, s'était rendu là où les gardes de la fée Aurore n'avaient aucun pouvoir. La reine des fées oublia alors sa colère dans son chagrin et envoya le soleil pour transformer 7 jours en un seul, pour chercher, contempler et apporter des nouvelles. Durant cette journée 7 fois longue, la fée Aurore ne fit qu'observer la course du soleil. Elle a regardé et regardé jusqu'à ce que les larmes commencent à couler de ses yeux. Je ne sais pas si c'est à cause de son regard si long ou à cause de son grand chagrin et de son grand désir. Et voilà, le 7e jour, le soleil revint à la maison, rouge, fatigué et triste. Encore une mauvaise nouvelle. Hélas! Pétrou était là où les rayons du soleil ne pouvaient pas pénétrer. Lorsque la fée Aurore vit que cette dernière épreuve avait également été vaine, elle donna dans tout son pays des ordres stricts pour que les fées ne sourient plus, que les fleurs ne répandent plus de parfum, que les brises ne soufflent plus, que les sources ne jaillissent plus. Les eaux claires, ni les rayons du soleil ne brillent. Puis elle ordonna que le voile noir des ténèbres soit baissé entre le monde et son empire, un voile si épais qu'un seul rayon de soleil pourrait le percer, pour transmettre la nouvelle que le soleil ne se déplacerait pas dans le ciel jusqu'à ce que la personne qui avait pris l'eau de la fontaine devait venir. Et cette nouvelle a parcouru le monde obscur. Les gens s'accordèrent sur le fait que la grande lumière était uniquement destinée à la vue de l'empereur. Personne au monde ne voyait que l'empereur. Personne ne percevait les ennuis des ténèbres sauf l'empereur. Et personne n'était plus malheureux que l'empereur. Il conseilla donc et ordonna à ses fils, Floréa et Costane, de partir et de libérer le monde des ténèbres. Celui qui ment une fois mentira une seconde fois. Floréa monta à cheval et suivit le chemin que Pétrou avait parcouru jusqu'au royaume de la fée Aurore. Lorsqu'il fut presque arrivé à sa cour, la fée sentit qu'un étranger approchait. « Est-ce qu'il y a du corps qui arrive ?» demanda-t-elle assez brusquement. « Quelqu'un arrive ?» répondirent les dragons qui montaient la garde au pont. « Comment vient-il ? Par-dessus ou par-dessous le pont ? Le pont était ce que nous connaissons. Floréa passa dessous. Le héros passe sous le pont. » répondirent les dragons, quelque peu amusés. « Prenez soin de lui, ou la lumière deviendra noire pour vous, dit la fée en recevant Floréa à son entrée. Floréa était ravie à la vue de tant de beauté. « Bienvenue, mon héros. As-tu volé l'eau ? Oui. Tu as raison. Je l'ai pris. As-tu bu du vin ? Floréa resta silencieuse. As-tu mangé le pain ? Non, dit Floréa. Tu m'as mordu ? Floréa resta silencieuse. Alors puisses-tu perdre la vue. Je vais t'apprendre à dire un autre mensonge. Dit la fée avec colère, en donnant à Floréa 2 coups, l'un à l'oreille droite et l'autre à la gauche.
jusqu'à ce que tout devienne aussi sombre devant ses yeux qu'un péché mortel. 2 dragons conduisirent le prince aveugle hors du palais et l'affaire fut réglée. Costan entreprit, maintenant de suivre l'exemple de son frère. Il se dirigea vers le palais de la fée Aurore, l'atteignit et s'en sortit comme Floréa, lui aussi en sortit aveugle. Il n'y avait plus un seul rayon de lumière sur toute la terre. Le monde fut privé de lumière à cause des yeux d'un empereur. Après que la fée Aurore eut découvert qu'elle ne pouvait pas récupérer Pétrou, elle convoqua tout le monde dans tout son domaine. Les fées, les fleurs, bref tous ces sujets. Même le soleil lui-même fut obligé de descendre du ciel, de dételer les chevaux de son char, de les conduire à l'écurie et de se rendre au palais de la fée Aurore. Quand tous furent ainsi rassemblés, la belle reine ne leur donna plus d'ordre, mais dans son chagrin et sa souffrance, dit adieu à tous ses sujets, les remercia de leur amour et de leur confiance, et les envoya dans le monde, afin que chacun puisse agir selon ses propres idées, ne gardant que 2 lions, 2 grands et 2 petits dragons, et 2 géants, afin qu'elle puisse avoir quelqu'un pour garder le pont. Elle envoya toutes les fées dans le jardin, leur disant de ne pas revenir à la cour avant d'être à nouveau heureuses, puis ordonna que les fleurs cessent désormais de sentir si bon que tout être humain les emporterait, les vents gémissent si pitoyablement qu'aucun mortel ne pouvait s'empêcher de pleurer pour les entendre, les sources jetaient des eaux amères, et le soleil jetait quotidiennement 7 fois 7 rayons froids sur le monde. Après avoir dit toutes ces choses, elle se dirigea vers la grande roue sur laquelle s'enroulent les fils de la vie humaine, l'arrêta, de sorte qu'elle ne pouvait plus tourner, et l'existence humaine devint immuable. Ensuite, la fée Aurore s'est cachée du monde dans le coin le plus sombre et le plus triste de tout son palais. Les grands et les petits dragons et les géants s'en allèrent à travers le vaste monde et se cachèrent honteusement dans les grottes et les déserts les plus isolés, de sorte qu'ils ne pouvaient plus être vus par aucun œil humain. Les lions secouaient l'or de leurs crinières, le fer de leurs dents et de leurs pattes, et devenaient furieux de rage. Les fées se cachaient dans le jardin. Les fleurs, les sources et les vents obéissaient à la volonté de la fée Aurore. Et les rayons froids du soleil, manquant à la fois de chaleur et de lumière, sont encore visibles dans le ciel les nuits d'été. La vie humaine était à l'arrêt, le temps s'arrêtait. 2 lions, 2 grands et 2 petits dragons et 2 géants montaient la garde au pont. On ne sait pas combien de temps le royaume de la fée Aurore est resté dans cet état et ne peut être dit. Beaucoup de temps s'est écoulé sans bouger. Le vendredi saint aussi remarqua enfin que la fée Aurore était en colère. Les rares rayons du soleil et les tourbillons qui secouaient le monde entier lui avaient apporté la nouvelle. Elle était à moitié en colère, à moitié contente, en colère parce qu'elle ne pouvait plus voir autour d'elle, et heureuse parce que son brave et beau prince s'était échappé et que sa belle voisine était triste. Elle fut également provoquée parce que sa cruche contenant cette eau merveilleuse était cassée. Mais lorsque le vendredi saint vit que les ténèbres ne diminuaient pas, que la lumière ne revenait pas et que même le dernier rayon de soleil disparaissait de la terre, elle comprit que la fée Aurore ne plaisantait pas et elle ordonna aux tourbillons de partir ensemble et de s'éloigner. Le grand voile aux frontières de l'Empire, pour que la lumière entre dans le monde. Les vents s'en allèrent, chacun plus furieux, plus violents, plus terribles les uns que les autres, comme le sont habituellement les tourbillons. Il semblait qu'ils emportaient le monde avec eux et qu'ils n'avaient pas l'intention de s'y attarder plus longtemps. Ils atteignirent le voile et se précipitèrent contre lui. Oh! Comme ils étaient forts! Mais le voile ne bougeait pas. Les tourbillons soufflèrent contre lui encore et encore,
3 fois de suite, puis ils abandonnèrent leur tentative. Ils virent que le voile était plus solide que la terre elle-même. Après s'être attardés quelques instants, ils revinrent, fatigués et couverts de disgrâce, et de nouveau tournèrent autour de la terre dans leur fureur sauvage. Vous pouvez imaginer ce qui est arrivé à tout ce qui se présentait sur leur chemin. Rien de bon en tout cas. Hélas! Hélas! Les tourbillons revinrent au Vendredi saint et lui parlèrent du voile. Le Vendredi saint était maintenant non seulement à moitié en colère, mais complètement en colère. Alors elle envoya les tourbillons à la cour de l'empereur pour dire à Pétrou qu'il devait intercéder auprès de la fée Aurore et promettre de faire tout ce qu'elle demanderait, afin que la lumière revienne au monde. Les tourbillons repartirent, cette fois un peu plus lentement et plus paisiblement, à mesure que les gens s'en allaient lorsqu'il était occupé à faire une bonne course auprès d'une personne amicale. Ils atteignirent le palais. Pétrou n'était pas là. Les tourbillons commencèrent à agir de manière un peu plus volontaire. Pétrou avait péri en chemin. Les tourbillons tournaient autour du palais par la gauche, puis par la droite, puis par le centre, le tournaient, le tordaient, le soulevaient et le jetaient jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Puis ils retournèrent à la cabane du Vendredi saint avec la nouvelle de la mort de Pétrou. Allez dans le monde, chacun de vous, déplacez tout ce qui peut l'être et trouvez Pétrou. Amenez-le-moi mort ou vif. Dit le Vendredi saint, après avoir appris la triste nouvelle. Pendant 3 jours et 3 nuits les tourbillons n'ont cessé de souffler. Par 3 fois, ils déracinèrent les arbres, chassèrent les rivières de leurs lits, dispersèrent les nuages en les frappant contre les rochers, balayèrent le fond de la mer et détruisirent la surface de la terre. Tout cela a été en vain. Ils revinrent à la maison, chacun plus fatigué, en colère et mortifiés l'un que l'autre. Un seul persistait encore, le vent du printemps, le vent doux, paresseux et chaud du printemps. Qu'était-il devenu? Ils savaient tous qu'il n'aurait pas pu accomplir grand-chose. Qui sait, tout fatigué qu'il était, il s'était peut-être allongé quelque part à l'ombre. Personne ne se souciait plus de lui. Soudain, peu de temps après, alors que tous se creusaient la tête pour découvrir Pétrou, les feuilles commencèrent à remuer doucement. Le Vendredi saint sentit l'air doux et sortit. « Quelle nouvelle apportez-vous » demanda-t-elle au favori de tous les vents. « Triste, très triste. Mais bon, murmura le jeune vent. Après avoir été fatigué de tant de recherches, de destruction et de tiraillements, j'ai atteint un puits vide et, débarrassé de mes frères, j'ai pensé que je me reposerais. Un moment avant de rentrer chez moi. Et tu as trouvé Pétrou au fond du puits? S'écria joyeusement le Vendredi saint. Oui. Et la baie à ses côtés. Que votre discours soit doux, vos brises douces et puissiez-vous un jour apporter de bonnes nouvelles. Dit le Vendredi saint. Puis elle lui ordonna de se hâter vers le Jeudi saint et de lui dire qu'elle devait être prête avec le creuset d'or, car Pétrou était dans un triste cas. De là, le vent du printemps devait se précipiter vers le Mercredi saint et lui dire qu'elle devait venir au puits. Avec l'eau de la vie. Est-ce que tu comprends? Dit le Vendredi saint. Et va aussi vite que tu peux, et ils partirent tous ensemble. Ils atteignirent le puits désert. Il ne restait plus rien de Pétrou à part des os et des cendres. Le Mercredi saint a pris les ossements et les a assemblés. Il n'en manquait pas un seul. Le Vendredi saint a ordonné aux tourbillons de fouiller le fond du puits, de soulever toute la poussière et de recueillir les cendres de Pétrou. Cela a été fait. Le Jeudi saint, on allume un feu, on recueille la rosée des fleurs dans le creuset d'or et on y met le feu. Lorsque l'eau commença à bouillir, le Mercredi saint répéta 3 sorts,
regarda une fois vers l'est, une fois vers l'ouest, une fois vers le nord et une fois vers le sud, et jeta l'herbe de vie dans l'eau bouillante. Le vendredi saint a fait de même avec les cendres de Pétrou. Le jeudi saint comptait 1, 2, 3 et ôtait le creuset du feu. Les cendres de Pétrou et l'herbe de vie ont été transformées en un onguent parfumé. Le vent du printemps souffla une fois sur lui et le raidit, puis les eaux de Pétrou en furent enduits 7 fois de la tête aux pieds, 7 fois des pieds à la tête, 7 fois dans un sens et 7 fois dans l'autre, et, lorsque cela fut fait, le héros surgit, 100 000 fois plus beau, plus courageux et plus fier qu'auparavant. Saute sur le cheval, dit le vendredi saint. Dès que le bey sentit son maître sur le dos, il se mit à hennir et à piétiner. L'animal était plus fougueux que jamais. Où devrions-nous aller? Demanda gaiement le cheval. À la maison, répondit Pétrou. Comment allons-nous rouler? Comme une malédiction. Pétrou exprima ses remerciements pour le service qui lui avait été rendu et partit. Il chevaucha et chevaucha aussi vite qu'une malédiction vole, jusqu'à ce qu'il arrive à la cour de l'empereur. Il ne restait plus rien du palais à l'exception du sol où il se trouvait. Aucune trace d'un être humain qui aurait pu prononcer un mot ou annoncer la moindre nouvelle n'a été trouvée. Enfin le vieux Birscha sortit d'une cave en ruine. Pétrou apprit ce qui s'était passé et sa cause, tourna le dos et repartit encore plus vite qu'il n'était venu. Il ne s'arrêta même pas pour reprendre son souffle jusqu'à ce qu'il atteigne le royaume de la fée Aurore. Le temps qui s'est écoulé depuis que tout était dans l'état que la reine avait commandé, ne peut être raconté avec des mots. Cela a dû être une longue période. Lorsque Pétrou atteignit le pont, il ne restait plus au soleil que 3 rayons brillants, 7 chauds et 9 froids. Tous les autres avaient été progressivement perdus. La fée Aurore sentit qu'une personne remarquable devait venir, car cela lui semblait exactement comme lorsqu'elle s'était réveillée du rêve qui l'avait rendue si triste. Elle avait envie de quelque chose, elle ne savait quoi, exactement. Comme alors, qui arrive? Demanda-t-elle à voix basse. Tiens bon, maître, dit l'abbé. Pétrou frappa les éperons, tira la bride et ne sentit rien jusqu'à ce qu'il soit de l'autre côté du pont. Le héros arrive. Par le pont, criaient les gardes en agitant leurs chapeaux en l'air. La fée Aurore ne bougeait ni ne parlait. Pétrou s'est soudainement précipité vers elle, l'a serrée dans ses bras et l'a embrassée, tout comme les princes féeriques embrassent toujours les fées envoûtantes. La charmante reine des fées se sentait comme elle ne l'avait jamais ressenti auparavant. Elle ne dit rien de plus, ne posa plus de questions, mais fit signe de faire conduire l'abbé aux écuries du soleil, et entra dans le palais avec Pétrou. Les fées commencèrent à sourire joyeusement, les fleurs à sentir bon, les sources à déverser des eaux claires, les vents à souffler joyeusement, la roue de la vie tournait plus vite qu'une cime, le voile noir tombait et le soleil radieux se levait haut dans le ciel. Cieux, plus haut qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Et dans le monde il y avait une lumière semblable à celle du soleil, de sorte que pendant 9 ans, 9 mois et 9 jours, elle fut si terriblement brillante qu'on ne pouvait rien voir. Pétrou rentra chez lui, ramena son vieux père et sa mère, fit un mariage si magnifique que la nouvelle se répandit dans 99 pays et devint empereur des 2 royaumes. Ses frères, Floréa et Costane, ont retrouvé la vue afin de pouvoir être témoins du bonheur de Pétrou. Voilà, chers enfants, l'histoire du beau prince Pétrou et de la fée Aurore, reine du pays du soleil. Pétrou a vécu et régné dans la paix et la santé, et qui sait si, avec l'aide de Dieu, il ne régnera pas encore.
Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.